Salut à tous! Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une énième sortie de notre chère amie Valérie Bugeaud qui souhaite, une fois de plus donc, régler son compte à la FDNL. La fraude du non légal, donc. Je ne savais pas qu'elle avait une expertise particulière dans ce domaine, mais il semblerait que les docteurs en droit peuvent se permettre de dire un petit peu tout et n'importe quoi de par leur statut. Soit, moi pourtant je maintiens que les premiers enfermés dans un dogme étant donc dans la faible capacité à remettre en question les fondamentaux du droit, de par le fait qu'ils représenteraient l'autorité en termes de droit, on devrait, si on n'est pas docteur en droit au minimum, la mettre en veilleuse et écouter nos maîtres. Seulement, ça ne fonctionne pas réellement comme ça. Et elle l'a déjà exprimé dans un live qu'elle avait fait avec Chloé Framery. Elle l'avait explicitement dit, notre chère Valérie, qu'elle refusait de débattre avec ceux qui n'avaient pas son niveau d'études. Donc, si on n'est pas docteur en droit, on n'a pas le droit de débattre avec elle. Bon, pourquoi pas? Seulement, est-ce qu'on peut discuter autre chose que de droit? Parce que la fraude du nom légal ne concerne pas forcément que le droit. Il y a des choses à discuter, il y a des choses à débattre qui ne sont pas forcément légales. Il y a toute une philosophie derrière, il y a toute une compréhension d'une mécanique d'asservissement étatique. Et il est important d'en discuter pour remettre en question la légitimité, que ce soit de la République ou de la matrice dans son ensemble, comme l'a très bien fait par exemple maître Philippe Fortabat-Labattu, avec les 12 preuves qu'il n'y a rien de légal dans la République. Sur lesquelles pourtant, j'imagine, Valérie, de par ce qu'elle raconte, devrait être parfaitement en accord. Donc voilà, elle se permet de ne pas débattre, du moins elle ne veut pas débattre avec nous, dirais-je, du moins avec moi non plus. Donc je vais me permettre de faire un auto-débat, de récupérer et de regarder sa vidéo avec vous et de la déchiffrer comme si je lui répondais, faute de mieux. Alors j'aimerais préciser, tout de même avant tout, que je ne suis pas là pour la discréditer, qu'en ce qui concerne le projet Révolu Droit, j'ai un profond respect pour ce qui est fait. Je pense qu'effectivement, c'est une option intéressante. Je ne suis pas forcément en accord avec l'approche et la stratégie à mener pour redonner sa souveraineté au peuple. Une refonte du système me paraît vraiment très 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 ambitieux, peut-être plus même que de repartir de zéro. Alors du coup, la question sur Révolu Droit, donc je précise tout de même, petite parenthèse, je ne suis pas là pour créer de la division. J'ai à souhait, et je l'ai déjà communiqué à quelques reprises, j'aurais le souhait qu'on puisse œuvrer tous ensemble. Voilà, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, si on ne travaille pas sur la même chose, je pense que l'idée principale, c'est de redonner sa souveraineté, sa liberté au peuple. Et en ça, plutôt que de se discréditer et de régler son compte à la fraude du nom et à tous ses adeptes, adeptes de cette fameuse secte, de ce mouvement sectaire, dirais-je, on pourrait tout simplement essayer d'œuvrer ensemble, parce que je pense qu'il y aura possiblement une période de transition où nous aurons, à un moment, que ce soit de la transition pour un nouveau paradigme, peut-être besoin des travaux de Révolu Droit. Donc encore une fois, c'est une énième main tendue. Il n'est pas question d'œuvrer pour la division. Au contraire, elle ne veut pas débattre, donc je vais débattre tout seul, en différé. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous partager sa vidéo et intervenir à des moments précis. Écoutons ce qu'a à nous dire Valérie. Chers amis, j'enregistre cette petite vidéo à la demande expresse et insistante de la plupart de mes auditeurs et de certains de mes correspondants. Cette petite vidéo pour expliquer ce qu'est la fraude du non légal. Petit break, juste pour vous dire qu'effectivement, on a souvent tendance, comme je le disais, à se tourner vers les spécialistes du droit pour des explications sur la fraude du nom, mais encore une fois, il ne s'agit pas que du domaine juridique, légal, il ne s'agit pas forcément que de droit. Il est vrai
qu'on apprend ce qui semble être une partie de la fraude du nom, du moins quelques-uns de ses concepts, dans les universités de droit. Et on l'apprend comme de la philosophie de droit, de sorte qu'ils ne pourront pas dire, la matrice, qu'ils ne les ont pas informés, ces élèves, de l'existence même de ces concepts, mais voilà, en tant que philosophie de droit, donc quelque chose qui n'est pas valable. Tout autant, c'est vrai que ces concepts-là sont assez complexes et évidemment, ce n'est pas forcément les spécialistes formés par la matrice qui seront les plus à même à parler de cette thématique. Je me suis souvent prononcée sur ce sujet, mais visiblement, je manquais de pédagogie. Donc, je voudrais reprendre le sujet de façon le plus pédagogique possible, que vous puissiez enfin comprendre ce qui est les enjeux qui se cachent derrière ce qui est appelé la fraude du non légal. Alors, je voudrais signaler que si je fais cette vidéo, c'est parce que derrière le sujet, il y a une véritable stratégie juridique qui est extrêmement dangereuse pour les libertés et pour la dignité humaine. De quoi s'agit-il? Alors, dangereuse pour la dignité humaine, je pense que ça va un petit peu loin. Mais bon, soit, écoutons quand même. J'ai souvent qualifié cette histoire de fraude du non légal d'imposture, mais je dois dire que, au-delà d'être une imposture, c'est surtout une opération psychologique dans le but d'imposer par la ruse la servitude volontaire des populations. Alors, ce sujet se décline de deux façons. Premièrement, il s'agit d'un sujet de philosophie du droit. Et deuxièmement, derrière ce sujet de philosophie du droit se cachent deux sujets de technique juridique. Alors, du point de vue de la philosophie du droit, la fraude du non légal, en réalité, se résume en quelques mots. Il s'agit d'une guerre des systèmes de droit. Guerre du système de droit dit anglo-saxon contre le système de droit continental. Alors, si l'histoire de la fraude du non légal est valable, l'interprétation qui est donnée par la fraude du non légal est valable dans le paradigme anglo-saxon, il en va tout autrement du paradigme de droit continental. Vous savez que le droit continental, c'est le droit qui s'est développé sur le territoire de l'Europe, des différents pays européens, pendant tout le long du Moyen-Âge. C'est un droit qui agrège des données de la Grèce antique, de Rome, et également, très important, du droit canon pendant tout le dernier millénaire. Donc ce droit continental ne se résume ni dans le Code justinien, ni en droit de Rome, ni en droit romain, ni évidemment en droit hellénique. Mais le sujet, c'est que la plupart des gens qui parlent de cette fraude du non légal sont restés sur les paradigmes justiniens ou les paradigmes de la Rome antique. Nous verrons que le droit continental, ce n'est pas la Rome antique et ce n'est pas le Code justinien. Du reste, je mets quiconque au défi de me démontrer que le Code justinien est applicable aujourd'hui dans un quelconque pays. Alors, le droit continental, c'est la désignation actuelle de ce système de droit très ancien, millénaire, qui a eu cours sur les territoires d'Europe et qui a engendré ce que nous appelons la civilisation européenne. Alors, ce droit continental a eu un interprète majeur dans le droit français et en particulier dans le Code civil de 1804. Mais au-delà de cette interprétation majeure par le Code civil, c'est tout un système de pensée, c'est tout un système de régulation des sociétés qui est en jeu. Alors, parlons maintenant de technique juridique. Que signifie fondamentalement, quels sont les enjeux de technique juridique cachés derrière l'histoire de la fraude du non légal? La première chose, c'est que cette fraude du non légal part de l'objectif, du présupposé que l'état civil est un trust. Or, je vais vous démontrer que l'état civil, non seulement ne s'est pas constitué comme un trust, mais n'a jamais été un trust, et en particulier en droit français, qui n'a connu l'institution du trust sous le nom de fiducie, donc c'est même pas exactement la même chose, que de façon très récente, puisqu'il s'agit de 2007.
Et vous comprenez bien que l'état civil est bien antérieur à 2007. L'état civil trouve sa source dans les registres paroissiaux du Moyen Âge, et ces registres ayant été sécularisés par une loi de 1792 pour retirer au clerc la gestion de ces états civils, pour les transformer en états civils justement gérés par les mairies. Alors, qu'est-ce que signifie l'état civil? L'état civil, ça permet au groupe, donc à la nation, de reconnaître des nouveaux arrivants, des personnes qui partent, qui disparaissent, donc les naissances, les décès, et ça permet, ça a aussi une fonction mémorielle qui permet de retracer les éléments les plus importants de la vie de chacun des membres du groupe, les mariages, les naissances, etc. Alors, qu'est-ce que ça, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on signifie? Bien, on signifie que la personne physique, a une importance, a une place dans le groupe. Elle ne se définit que par l'intermédiaire de ce groupe. C'est-à-dire que en intégrant, en naissant, elle intègre de toute façon naturellement un groupe. Et dans ce groupe, eh bien, on reconnaît qu'elle existe, on lui donne des droits et des devoirs, comme tous les membres du groupe. C'est une façon c'est la façon que l'individu a eu de se développer de façon harmonieuse et en pleine reconnaissance de son intégrité physique, psychique, et dans la pleine possibilité de se développer au sein d'un groupe formé par d'autres gens, les gens qui l'entourent au moment de sa naissance. Donc ça, c'est un phénomène naturel. L'individu dans le groupe, l'individu tout seul, isolé, qui n'appartient à aucun groupe, ça n'existe pas. Et vous pouvez tout de suite le savoir, puisque tous les individus ont un instinct grégaire très important. Ils cherchent toujours à se rattacher à un groupe par-ci, par-là, et ça se voit en particulier chez les personnes qui partent à l'étranger. Elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est retrouver des nationaux, des compatriotes, pour essayer de se faire une place justement dans un groupe identifié. Donc l'appartenance à un groupe, c'est un phénomène naturel et qui est indispensable à l'individu. L'individu isolé tout seul n'est rien. Ce qui ne signifie pas par ailleurs que l'individu sans le groupe n'est rien. C'est-à-dire que l'individu, pour être tout à fait autonome, libre, a besoin de s'épanouir en tant qu'individu dans un groupe. C'est-à-dire que sans le groupe, l'individu ne peut pas s'épanouir de façon libre et satisfaisante. Mais d'un autre côté, le groupe à lui tout seul ne permet pas non plus de dire que l'individu est le groupe. C'est-à-dire que l'individu sans le groupe ou le groupe sans l'individu, ça ne marche pas. C'est l'individu dans le groupe qui marche. Bien. Bon, ça mélange un petit peu tout de même, hein. Qu'est-ce que j'ai pu noter? Une confrontation entre le droit anglo-saxon et le droit continental? Non, il n'y a pas forcément de confrontation. Si on parle de droit anglo-saxon, c'est qu'on prétend que la fraude du nom viendrait du monde anglo-saxon, donc il est impossible de l'importer chez nous. Alors que la question, elle est vraiment pas là. La question est de savoir pourquoi nous sommes tous les pays, hein, parce qu'elle le dit, Valérie, elle le dit, elle en a fait des articles très intéressants d'ailleurs. Les pays sont devenus des corporations privées, bon, ça je pense que c'est acté. Qu'est-ce qu'elles font enregistrées au Dun & Bradstreet, à la SEC, possédant un numéro LEI, etc. Elles œuvrent sur les marchés financiers internationaux et on se demanderait pourquoi. Alors certains prétendent oui, c'est normal parce qu'ils font du business entre États, etc. Oui, mais tous les pays sont sous la juridiction du commerce international. Soit dit en passant, nous utilisons les codes de l'Uniform Commercial Code, pardon, le code du commerce uniforme, qui porte très bien son nom et qui exprime dans quoi nous sommes. Et c'est complètement fallacieux de dire qu'on va régler son compte à la fraude du nom ou qu'on va dire que ces gens-là font n'importe quoi, dans la mesure où nous appliquons ces principes et que nous avons des résultats. Donc c'est quand même bizarre de discréditer quelque chose que l'on parvient à mettre en application. Si on parvient à le mettre en application, c'est que précisément, il y a peut-être une piste, hein, là-dessous.
Le droit continental, il tire bien son origine du code justinien et tant d'autres choses. À dire que c'est différent le droit continental aujourd'hui. Moi, je prétends que l'Empire, que ce soit l'Empire romain par exemple, hein, d'où le droit civil tire son origine, bah, l'Empire romain, il a changé dans la forme, mais absolument pas dans le fond. Pour moi, c'est toujours les mêmes pourris qui sont aux manettes, d'une certaine manière. La FDNL serait un présupposé trust, qui est en fait un trust, mais une fiducie, mais un trust, une fiducie, c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est absolument vrai, dans la mesure où l'acte de naissance, en fait, est un contrat. Mais c'est un contrat qui ne dit pas son nom. Évidemment que c'est pas marqué contrat dessus. Par contre, il a toute la nature d'un contrat et précisément d'une fiducie qui est un contrat tripartite. Hein. Et forcément, c'est pas marqué fiducie. Forcément, le système ne va pas faire un montage particulier en nous le disant explicitement les choses. Tout est caché. Évidemment, ça nécessite une démonstration, mais c'est un domaine vraiment très pointu et on pourra l'aborder à l'occasion. Alors, l'état civil est censé reconnaître les nouveaux arrivants dans sa mélange tout là. Que les personnes physiques cherchent une place dans le groupe. Alors déjà, elle confond la personne physique avec l'entité humaine, l'être vivant. Ah, déjà, ça c'est une base sur laquelle on n'est pas d'accord. Pour Valérie, la personne physique, c'est un être humain. Alors que non, ça ne peut pas coller dans la mesure où nous évoluons dans un univers qui est fictif et réel. C'est-à-dire que nous avons l'univers réel où les êtres vivants évoluent, c'est-à-dire que nous sommes supposés physiques, puisqu'on peut se toucher, les pierres sont physiques, l'eau est physique, les arbres, tout ça sont physiques. Par contre, l'univers fictif, la matrice, étant un univers euh, abstrait organisationnel, et je pourrais le résumer de cette manière-là. La France est une idée. Hein. La France, demain, on arrête de croire en la France, on arrête de penser que la France est la France, et ben elle disparaît, tout simplement. Et c'est pareil pour les sociétés. Les sociétés, elles n'existent pas dans la matière, ce sont des concepts humains. La France est un concept, les sociétés commerciales sont des concepts, les, les lois, ce sont des règles entre nous, les contrats, ce sont des accords entre nous, les frontières, ce sont des murs imaginaires, l'argent n'est que chiffres dans des PC, les personnes physiques sont des avatars, des personnes abstraites, des entités légales fictives. Donc on voit bien qu'il y a dans notre univers physique, on a superposé une surcouche fictive qui est la surcouche organisationnelle. Et je ne la remets pas du tout en question. Hein. Je ne remets pas en question le fait qu'il faille avoir une structure organisationnelle entre nous. Et évidemment, ce qu'on est en train de dire dans la fraude du nom, par la fraude du nom du moins, ou du moins dans la fraude généralisée, c'est que le système est illégitime, il est illégal. À ce moment-là, pourquoi on obéirait à des règles qui sont illégitimes et illégales, d'autant plus frauduleuses. Hein. On demande la légitimité, tout simplement. Donc voilà, la personne physique, c'est vraiment le point qui nous sépare avec les spécialistes de droit qui considèrent que la personne physique, c'est un individu, c'est un être vivant. Alors que non, l'être vivant possède une personne qui lui permet d'interagir dans un univers fictif, parce que seul le fictif peut interagir avec le fictif, et seul le vivant peut interagir avec le vivant. Un être vivant ne peut pas interagir dans un univers fictif et contracter avec la matrice. C'est logique, hein, ça paraît tout simple, mais sur ce point-là, on se sépare. Disparata dont debunk Jungi, ça c'est une maxime de loi qui dit que ce qui est inégal ne peut être joint. Ben voilà, on demande à notre spécialiste du droit qu'est-ce que c'est que cette maxime de loi et qu'est-ce qu'elle veut dire. Et précisément, c'est ça, ce qui est inégal ne peut être joint, un être vivant ne peut pas interagir dans un univers fictif. Elle nous dit qu'on nous donne des droits et des devoirs. Non, on ne nous donne pas des droits et des devoirs, on nous impose des droits et des devoirs, parce que j'en reviens aux fondamentaux. Et le premier étant, vous n'avez pas consenti à être citoyen de la République. Vous n'avez pas signé de contrat pour être un citoyen. À aucun moment, on vous a donné un contrat avec un listing de vos droits et de vos obligations.
À aucun moment. Vous n'avez pas consenti. Et à partir du moment où vous n'avez pas consenti, le contrat n'est pas valable, il y a un vice de consentement, le contrat est caduc, et basta. Il ne peut pas y avoir de contrainte s'il n'y a pas de contrat signé avec le plein consentement. Ça aussi, c'est des principes de base. Et ensuite, elle nous parle d'appartenance au groupe. Mais à aucun moment on remet ça en question. Mais c'est quoi le sujet en fait? L'appartenance au groupe, mais personne n'a envie d'être forcément seul. Parce que on a cette idée complètement fausse, ça prouve encore une fois qu'elle a pas suffisamment fouillé le sujet. C'est pas faute d'avoir essayé de discuter avec elle. Je parle même pas de débat, mais juste d'échanges cordiaux, d'idées, pour lui préciser que non, on n'est pas comme, on n'a pas la volonté de partir comme des Amish dans la forêt pour se réfugier parce qu'on n'est pas en accord avec le système, etc. Tout ça, c'est des fausses idées. On remet juste en question la légitimité du système, ce qui nous amène des fois à nous exclure. Oui, certains s'excluent parce qu'ils en ont marre de participer à un système qui ne leur convient pas. C'est le principe de la sécession. Si on n'est pas en accord avec le système, on le quitte. Et on devrait avoir le droit de le faire. Et pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi on nous met des bâtons dans les roues et pourquoi on est empêché? À quel moment ils ont la légitimité de nous empêcher de faire quelque chose? Bref, continuons. Alors, derrière ce premier sujet disons, qui se réfère au trust, il est évident que le trust n'existant pas en droit français au moment enfin, le trust n'ayant été finalement réintroduit, qui existait effectivement en droit romain, mais n'ayant été réintroduit en droit français qu'en 2007, on ne peut pas estimer que... Là, elle part du principe que tout doit fonctionner normalement. Mais à quel moment on pourrait considérer que le système fonctionne normalement et de manière totalement transparente? Ah, le trust, la fiducie a été réintroduite, mais est-ce que ça les empêche de faire tout et n'importe quoi? Je pense pas forcément apporter la preuve tout de suite, mais libre à chacun d'aller chercher si le système fonctionne bien de manière totalement transparente. L'état civil est un trust. Donc l'état civil n'a pas été conçu comme un trust et il n'a jamais été... il n'est pas... C'est l'acte de naissance qui est considéré comme un contrat qui ressemble à un trust, à une fiducie. Je le reprécise. Possible de l'envisager comme un trust. L'état civil, c'est une partie, c'est une fonction de l'État qui relève de la reconnaissance des individus qui le composent. Ça, c'est juste. L'état civil est là pour répertorier les gens. C'est tout, il n'est pas question de fiducie. La fiducie, c'est l'acte de naissance. Alors maintenant, le deuxième sujet de technique juridique qui se cache derrière l'histoire de la fraude du non légal, c'est la personnalité juridique. Ceux qui postulent la fraude du non légal présupposent que la personnalité juridique d'une personne physique est une fiction juridique. Or, c'est tout à fait faux. D'un point de vue de stricte technique juridique, en droit continental, je le précise, la personnalité juridique est un attribut de la personne. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance juridique de l'existence physique d'une personne. Donc l'attribut en lui-même n'est pas fictif et il s'applique à une personne qui n'est pas fictive. Donc il n'y a aucune fiction juridique dans la personnalité juridique de la personne physique. En revanche, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, il n'en va pas de même pour l'entreprise, puisque vous savez que l'entreprise est une pure création juridique. Ça prend différentes formes, ça peut prendre des formes de différentes sociétés civiles, commerciales, des fondations, des associations, différents groupements, etc. En tout cas, tout ce qui relève de l'entreprise est une création hors sol, une création juridique hors sol, à laquelle on attribue des devoirs juridiques. Donc là, on parle de personnalité juridique sur une fiction juridique. Et là, il s'agit effectivement de fiction. C'est-à-dire que la personnalité juridique des personnes morales pourrait être considérée comme une fiction. En réalité, ce n'est pas la personnalité juridique qui est une fiction. C'est l'attribut juridique, les attributs juridiques de la personne morale. La personnalité juridique s'applique à une fiction. Donc,
le sujet est inversé par rapport à la réalité. La fraude du nom légal postule que la personnalité juridique serait fictionnelle, la personnalité juridique d'une personne physique serait fictionnelle, tout en reconnaissant cette existence de trust qui, elle, n'est pas disons, identifiée comme étant fictionnelle. Alors que la réalité est tout inverse. La personne physique est une réalité biologique, physiologique, qui a des attributs juridiques, donc une reconnaissance juridique de cette réalité, alors que l'entreprise est une pure création juridique hors sol, une création qui n'a été due qui a été nécessitée par des besoins de développement économique suite à l'époque des grandes découvertes, mais qui n'a aucune réalité tangible, matérielle. Donc en réalité, parler de personne morale, c'est une fiction juridique. Donc il y a une inversion des valeurs entre la personne physique et la personne morale. En conclusion. Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. Elle confond la personne physique et la personnalité juridique. Ça, c'est une erreur qui est très fréquemment commise. Ce n'est pas du tout la même chose. La personne physique, c'est la personne avec laquelle elle nous confond. La matrice nous confond. Okay, elle nous confond avec une entité fictive, de sorte que l'on pense exister sur Terre en tant que personne et non pas en tant qu'individu. Bon, je rappelle que le terme personne, c'est tiré du verbe personar qui dit parler au travers d'eux. C'est sa définition. Et le terme persona désignait le masque que portaient les acteurs. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette... tout est dit dans les mots, quand on cherche l'étymologie, tout est dit. Qu'est-ce qu'on fait ? Cette persona finalement, c'est une représentation de nous dans l'univers fictif et on l'utilise comme un masque. À partir du moment où on porte ce masque de la personne, on peut interagir dans la matrice. Donc il nous faut une entité légale pour agir dans un cadre légal. Donc il nous faut une personne physique qui, elle, est une entité fictive, comme une personne morale. Et elle a raison pour la personne morale, sauf que une personne morale et une personne physique sont toutes deux des fictions, à ne pas confondre avec la personnalité juridique, qui est un attribut qui nous confère des droits et des obligations. Donc c'est un attribut. La personnalité juridique, c'est l'attribut de sa personne qui est conféré par du coup l'être vivant qui utilise cette personne, qui l'a fait vivre, parce que sans être vivant, il n'y a rien. L'entité physique, personne physique seule, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. Je dirais même que c'est la base avec laquelle on n'est pas forcément en accord avec les spécialistes du droit qui, encore une fois, pensent que la personne physique, enfin du moins c'est leur interprétation, la personne physique étant un être vivant. C'est pour ça que vous voyez dans le code civil, le code pénal, à chaque fois il y fait mention de personne. Elle est là l'embrouille. C'est qu'un être vivant, normalement, il n'est pas régi par un code civil et un code pénal, parce que de toute manière, il n'a pas consenti au contrat, il n'a pas consenti à être un citoyen. Donc il n'est pas concerné par cet univers fictif, sauf s'il consentait librement. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons des droits et des obligations, une personnalité juridique qui nous a été imposée. Et c'est en ça où certains êtres vivants disent « je ne suis pas concerné par le droit positif ». Mais ils ont tout à fait raison. Mais voilà, c'est pas si simple que ça, et ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Attention, c'est pas la carte Joker, je suis un être vivant, ça y est, je peux faire ce que je veux. Non, il y a des règles à respecter, évidemment, les règles de bon sens notamment. Mais il faut bien dissocier la personne physique de la personnalité juridique et du coup de l'être vivant qui confère à sa personne des attributs. Reprenons sur sa conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, il faut retenir que la civilisation, c'est la possibilité donnée à des personnes de s'épanouir dans un groupe et de se développer au sein de ce groupe. L'individu tout seul ne peut pas se développer harmonieusement sans le groupe, et le groupe, évidemment, n'a pas tous les droits sur les personnes physiques. C'est l'individu dans le groupe, et cette conjonction entre l'individu et le groupe, elle est permise par justement le fait que arriver au sein du groupe donne des droits et des devoirs à la personne physique, de la même façon que le groupe a le devoir de reconnaître l'individualité des arrivants dans le groupe, c'est-à-dire des nouveaux entrants, et
dans toute leur ampleur, c'est-à-dire avec leurs particularités, avec ce qui fait leur spécificité et qui relève de toute leur histoire, du début à la fin. Donc, nier la réalité de la personnalité juridique des personnes physiques, considérer que c'est une fiction, est une erreur juridique. Et d'autre part, cette erreur est très grave parce qu'elle revient à justifier l'atomisation de l'individu en l'extrayant du groupe et en lui retirant toute légitimité dans le groupe. C'est-à-dire que ça revient à lui retirer ses repères ontologiques, ethnologiques, politiques, juridiques. Et cette méthode, évidemment, n'est pas sans rappeler celle qui consiste à déraciner et isoler chaque individu, qui est précisément la méthode des globalistes. Puisque vous savez qu'un individu isolé, déraciné, est très très fragile, influençable, malléable, et donc corvéable à corps et âme en fait. Donc la manipulation liée à la fraude du non légal, c'est créer de facto, c'est-à-dire de toute pièce, un problème qui n'existe pas, un problème juridique qui n'existe pas, pour s'appuyer ensuite sur ce problème afin de faire évoluer de jure le droit, afin de faire en sorte que les individus demandent eux-mêmes à intégrer un nouveau système juridique en repartant de zéro, qui consistera à valider juridiquement l'esclavagisme et l'atomisation des personnes physiques. Donc c'est par le biais de la servitude volontaire, pouvoir faire changer de jure le droit vers un système esclavagiste. J'espère que je me suis bien fait comprendre, j'espère que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas à me faire un retour sous cette vidéo de façon... Ah bah ma chère Valérie, je vais pas hésiter à te faire mon retour. Bon, qu'est-ce que j'ai pu noter? Alors, pour reprendre les narratifs des médias, ce qu'elle raconte, hein, c'est complètement lunaire, hein. Alors, elle nous dit, pour sa conclusion, s'épanouir et se développer dans un groupe. À quel moment on peut s'épanouir dans un système esclavagiste qui a mis en place un système de dépossession, où je dis du berceau jusqu'au cercueil, parce que l'être vivant ne possède rien. J'ai tout expliqué dans mes pilules, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais à quel moment on peut s'épanouir dans une société frauduleuse, illégale et illégitime, hein, qui restreint le peuple, qui l'extorque finalement? Tout ça, c'est que du racket. Je ne vois pas dans quoi on peut s'épanouir, hein. S'il y a des problèmes dans cette société, c'est précisément parce qu'elle est, je ne vais pas dire mal gérée. Tout ça, c'est voulu en fait. C'est voulu, donc elle est pas mal gérée cette société. Mais on ne peut pas s'épanouir là-dedans si on ne fait pas partie du club. C'est à se demander si certains ne font pas partie du club, hein, d'ailleurs, Valérie. On a des droits et des devoirs. Oui, mais alors je ne crache pas sur le fait qu'en communauté, c'est quand même bien d'avoir des droits et des devoirs et des obligations, évidemment. À condition que ce soit légitime, juste pour le peuple et que les lois soient de là, non pas pour restreindre et contraindre, mais pour protéger les individus. Et oui, on crache pas sur tout, Valérie, il faut écouter aussi le discours jusqu'au bout pour pouvoir l'analyser correctement. Elle nous dit l'atomisation de l'individu, de l'exclure. Encore une fois, il y a cette notion d'exclusion, mais à quel moment? À quel moment on dit qu'il faut s'exclure de tout ça? Certains s'excluent d'eux-mêmes, oui, comme je l'ai dit, parce qu'ils ne sont pas en accord. Et c'est pas pour autant que c'est ce qui est prôné, loin de là. C'est une méthode des globalistes là pour isoler les individus. Mais non, ils s'isolent s'ils le souhaitent. Je suis d'ailleurs un des premiers à prôner l'émancipation collective, hein. Il faut s'émanciper à titre individuel pour pouvoir avoir la chance de réussir une émancipation collective, mais je parle d'émancipation collective, donc ça nécessite une organisation de groupe. À aucun moment on va isoler des individus, hein. C'est quand même important de le préciser. J'ai l'impression que dans cette vidéo, quasiment tout est faux, quoi. Et ça consisterait, la fraude du nom, à créer un problème qui n'existe pas. Bon, je pense avoir amené quelques éléments pour vous démontrer qu'effectivement, il y a bien un problème, il y a bien un problème sociétal. On est bien dans une société qui tourne par rond, on est bien dans une société qui est régie par l'ignorance et la corruption. C'est qu'à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions.
Ce qu'elle nous dit, oui, il voudrait repartir sur un autre système juridique, etc. Oui, mais révolu droit, c'est quoi au juste? On repart pas sur d'autres principes, hein, même si c'est du nettoyage, même si ouais, on rafistole les bouts de ficelle de ce qui reste du droit continental et on en fait quelque chose. Ok, mais la grande question du coup, pour conclure, que j'ai envie de poser à Valérie Bugot, c'est à quel moment on va pouvoir appliquer révolu droit? D'ailleurs, ça en est où révolu droit? À quel moment on va pouvoir s'en servir correctement? À quel moment on va pouvoir l'imposer à un système qui de toute manière est corrompu? S'il vous plaît, ne nous sortez pas un énième parti politique. Ouais, j'ai pas une affinité énorme avec la politique politicienne. Donc si révolu droit doit passer par la politique, je pense qu'on en a encore pour 50 ou 100 ans à se faire prendre pour des blaireaux. Mais voilà, ça cette question, j'aimerais bien qu'elle soit répondue, tout de même, comme dirait l'autre. Parce que c'est bien de proposer des choses, et je pense que c'est tout à fait utile. Maintenant, moi j'ai des doutes sur le fait que révolu droit puisse exister, avoir une place, hein. Tout en précisant que nous, au moins, là, dans une émancipation individuelle, on peut se défendre du système de manière parfaitement légale. Pourquoi? Parce qu'on comprend le système, parce qu'on sait ce qu'il est, parce que nous, on a appris les règles du système, et on retourne ces règles contre lui. Et voilà pourquoi ça fonctionne. Voilà pourquoi on a des résultats. Donc dire que ça n'existe pas alors qu'on a des résultats, c'est quand même assez fallacieux. C'est ne pas s'être intéressé finalement à la thématique et donner son avis. Et c'est grave parce que finalement on donne son avis sans rien connaître, alors on est beaucoup suivi. Ou alors ça, c'est pas ce que je prétends, mais c'est ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser qu'effectivement certains qui font des analyses assez discutables sur tout ce qui tourne autour de la fraude du nom, bah, sont des collabos qui sont là pour discréditer parce que ça fonctionne. Et oui. Donc j'attends ces réponses. J'attends ces réponses-là. Je pense qu'on attend tous des réponses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la fraude du nom? Ben, plein de choses, hein. Je vous invite à regarder mes pilules. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux. On en parle beaucoup. Et quant à Révolu droit, ben, on espère qu'un jour ce sera effectif. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais c'est la question qui est posée. En attendant, voilà. Bon, c'était une réponse à Valérie. J'espère bien entendu qu'il y aura une possibilité d'échanger à ce sujet, d'avoir un échange cordial sur le truc, hein. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je suis là pour essayer de rétablir ce qui ressemble à être, selon moi, la vérité et, et vous donner des informations de l'intérieur, non pas avec des interprétations de l'extérieur en s'étant penché rapidement sur le sujet, hein. Ça fait quelques années que j'étudie la chose, que je l'expérimente. Je pense avoir une petite légitimité pour en parler. Et, euh, et j'espère pouvoir peut-être en parler en public devant son audience ainsi que la mienne. Sur ce, portez-vous bien et restez branchés.